RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Pour notre émission débat du mois d'avril, nous sommes partis pour 55 minutes d'échange autour de 3 thématiques. Premier thème, le tsunami Trump, avec chaque jour, chaque heure, devrais-je dire, son lot de surprises, ses mesures hors normes, ses volte-face sans complexe, avec des conséquences inédites, effondrement des bourses, puis remontée en flèche, moratoire pour tous les pays sur 90 jours, sauf pour la Chine. Trump serait, selon le site du Monde ce jeudi, en train de saper la confiance des investisseurs envers les États-Unis. On verra les répercussions mondiales. Retour ensuite sur la condamnation à première instance de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics et de 24 autres prévenus. Et sur les premiers jours d'après, tandis que des sondages convergents indiquaient que les 2/3 des Français ne trouvaient rien à redire sur le jugement. Le sort de la patronne du RN est-il vraiment scellé ? Nous verrons ça dans quelques instants. Troisième sujet de l'émission, le conclave des retraites. Démocratie sociale ou mascarade s'interrogeait il y a quelques jours sur le site The Conversation Dominique Andolfado, professeur en sciences politiques à l'Université de Bourgogne et ancien enseignant à la fac de droit de Nancy. Et nous terminerons par la traditionnelle note de lecture de chacun de nos invités. Pour cette émission enregistrée hier dans les conditions du direct, nous accueillons Stéphane Massé, avocat, ancien bâtonnier, Dominique Pocro, ancien cadre territorial et qui fut aussi élu local, et Arnaud Gérard, cadre financier, président d'une association du patrimoine, à qui je soumets d'emblée ma première question après le jingle. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. Arnaud Gérard, malgré la pause annoncée par Trump après plusieurs jours de tempête, se dirige-t-on vers une crise mondiale ou peut-on respirer sereinement ? C'est une vaste question, dans le sens où les événements se bousculent et la visibilité est faible, volontairement faible. On est sur une crise non pas économique ni financière, mais une crise politique. L'élément moteur a été une décision politique de mettre en place un projet de tarification pour les différents pays concernant leurs exportations vers les États-Unis. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que dans le recul qui a été fait hier par le président américain, il y a la question importante de la confiance des investisseurs sur les obligations souveraines américaines. On a assisté à une remontée des taux américains qui a été quand même assez difficile parce que une remontée des taux, c'est un blocage de l'économie, un blocage du refinancement. Donc il y a eu sans aucun doute sur cet élément important ce recul qui a été engagé par le président américain. Alors après, on sait très bien que c'est un moratoire de 90 jours. On va bien voir ce qui sera fait dans les 90 jours après. Va-t-il tenir 90 jours d'ailleurs ? Il y a certaines réflexions qui sont assez étonnantes. C'est dire qu'en fait, il est capable de se lasser. C'est ça qui est paradoxal. Sur certains dossiers, il a besoin de changer de sujet. Et ça l'arrange peut-être parce que ce dossier a été très mal engagé, très brutalement engagé. Et en fait, on a pour la première fois, à la fois dans les milieux économiques et financiers, et au sein du Parti républicain, on a vu des oppositions très nettes à ces décisions. Et ça, c'est une première depuis très longtemps, d'autant plus que le Parti républicain était quand même très, très absent de toutes les décisions de l'administration Trump. Stéphane Massé, est-il possible de garder la tête froide et de l'optimisme par rapport à la logique Trump ? Je mets des gros guillemets à logique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est le maître des horloges.
qu'elle soit médiatique, financière ou politique, c'est quand même lui qui donne le là parce qu'il force la planète entière à réagir immédiatement. Après, les réactions sont difficiles parce que on voit très bien que ce qui est annoncé peut être supprimé ou différé quelques heures après. Et je pense, comme Arnaud Gérard, qu'effectivement, il peut se lasser de certains points. On a beaucoup parlé à l'époque du Canada. Bon, finalement, le Canada n'a pas été annexé. Du Groenland, il ne l'a pas envahi. Et on est passé à autre chose. Pour l'instant. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'Union européenne a décidé de suspendre aussi pendant 90 jours toute réaction. Je dirais heureusement, parce que jusque-là, on n'avait quand même aucune réaction concrète qui avait été faite. Donc, difficile de prévoir. Ce qui est aussi important, c'est de penser que les propres électeurs de Trump, parce qu'on arrive quand même, on est à 1 an et demi des midterms, peuvent se lasser, parce qu'on a beaucoup... Donc les midterms, il faut rappeler que c'est les élections à mi-mandat aux États-Unis. Tout à fait, oui. Et elles sont proches, dans un an et demi à peu près. Ça se prépare quand même quelques mois auparavant. Et les petits porteurs américains, parce que c'est quand même un pays où beaucoup de citoyens ont des actions, peuvent aussi se lasser et s'inquiéter de la situation financière. Après, difficile d'en dire plus, peut-être. Bon, on en parlera peut-être un peu après. Le point positif, peut-être, c'est d'aller vers une réindustrialisation et de mettre, non pas fin, mais peut-être un frein aux excès de la mondialisation. Si ça peut avoir cet effet-là, pourquoi pas. Après, ça ne peut pas se faire non plus en quelques mois. On a l'impression qu'il lance quelque chose et qu'il faudrait tout de suite qu'il y ait une réaction. Effectivement, il peut se lasser parce que ça ne réagit pas assez rapidement. On verra par la suite. Est-ce qu'on peut imaginer, Dominique Pocrot, une réindustrialisation dans ce climat d'instabilité ? Les acteurs économiques n'aiment pas l'instabilité. Moi, j'hésite beaucoup quand je vois la personnalité de Trump. Soit c'est un génie, soit c'est un fou furieux. Alors, je dois dire que je pense plutôt pour le fou furieux. Et dans ce cadre-là, la réindustrialisation, je ne la vois pas venir. Le monde économique a besoin de confiance et a besoin de voir loin, de savoir où il va. Et j'entendais ce matin un investisseur dire « Oh, mais moi, j'arrête, j'avais une deuxième chaîne de production à mettre en place, je ne vais pas le faire maintenant, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je serai dans quelques mois, dans quelques trimestres, donc je stoppe tout. » Je pense qu'il va avoir l'effet contraire. Voilà, ce type est tellement imprévisible mais il va décevoir la planète complète. On va poser la question suivante, justement, étant bien à Mathieu Léritz qui vient de nous rejoindre, qui est enseignant, militant syndical et politique. On discutait évidemment de Trump. Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'Europe a eu la bonne réaction, contrairement à la Chine, ou si c'est la Chine qui a eu raison de taper du poing sur la table, ce qui a peut-être contribué au recul provisoire de Trump ? D'abord, en vous priant de m'excuser pour mon retard, la 31 étant ce qu'elle est. Moi, je pense d'abord que Trump ne raisonne et n'agit que par la violence. C'est ce qui nous a été dit par celles et ceux qui le connaissent depuis longtemps. Il ne connaît que le rapport de force. Et donc, face à la brutalité de ces mesures protectionnisme d'ailleurs sur lequel il faut réfléchir à un moment donné. Voilà, parce que le libre-échange à tout craint, on a vu aussi ce que ça donnait. Là, je reviens, pour ne rien vous cacher, je ne perds pas le fil du sujet, d'une réunion avec des syndicalistes de la filière automobile lorraine qui me disent à quel point ils sont évidemment affectés par l'invasion de voitures chinoises, favorisées par les traités de libre-échange. Et donc, eux, ils ne sont pas forcément totalement hostiles à des mesures de type protectionnisme. Mais pour répondre à votre question, je ne sais pas quelles sont les sources des décisions européennes et chinoises. Mais ce que je sais, c'est qu'on est entré dans une ère de violence. Voilà. On y est depuis un certain temps sur le plan politique. On l'est maintenant sur un plan commercial. Et on a des exemples historiques, et j'en finis par là, qui nous montrent qu'il faut faire attention. Parce que derrière la guerre commerciale, il y a souvent malheureusement la guerre tout court. Arnaud Gérard, justement, un mot sur la Chine. Est-ce que la Chine a la bonne réaction ? Est-ce que la Chine est en position de nous donner des leçons ? C'est quand même pas un modèle pour respecter les règles du commerce international,
Oui, c'est vrai que dans la décision de Donald Trump, il y a un élément qui est authentique, c'est le déficit commercial américain. Ça, c'est une vraie question qui est en suspens depuis des décennies. Après, on a effectivement, et on le subit nous en Europe en premier lieu, on a effectivement une situation où les industriels chinois sont en première ligne pour prendre des parts de marché. Et peut-être par rapport à la réaction de l'Union européenne, il a manqué dans le projet, puisque c'est un projet qui est suspendu comme le projet américain, une réaction, en tous les cas, une mise en place de mesures protectionnistes par rapport à la Chine. Parce que, je vous interromps là-dessus, on a entendu Mme von der Leyen, au moins ses porte-paroles, dire on va faire un front uni avec la Chine, mais ça a duré le temps d'une éclaircie, enfin le temps d'une annonce, là on n'en parle plus. Parce que justement, la Chine risque de se réorienter, je veux dire, commercialement vers l'Europe, si les portes des États-Unis lui sont fermées. Tout à fait. C'est ça aussi le danger pour l'Europe, y compris de la part d'autres pays. On découvre par exemple que le Vietnam est devenu une puissance exportatrice, alors pas forcément sur les mêmes produits que la Chine, mais c'est vrai que la question essentielle, qui est une question à la fois de politique industrielle, de politique sociale, de politique économique à long terme, c'est la protection quand même dans certains secteurs de l'Union européenne et de son industrie. Et ça, on ne l'a pas vu du tout. C'est ça le problème aujourd'hui. Je vais revenir vers Stéphane Massé. Vous évoquiez il y a quelques instants les mi-termes, les élections à mi-mandat. Effectivement, on commence de voir poindre un certain nombre de manifestations, de mécontentement aux États-Unis, même si je rappelle que Trump a été élu au mois de novembre, il est majoritaire en voix et majoritaire en sièges, ce qui n'était pas le cas en 2016. Mais on voit aussi certains grands patrons américains prendre leur distance, notamment ceux de la tech, qui l'ont quand même largement soutenu et financé. Et parallèlement, on voit Musk, Kennedy, le rejeton qui a mal tourné de la famille Kennedy, qui est aujourd'hui ministre de la Santé et qui continue à poursuivre leur massacre à la tronçonneuse. Des dizaines de milliers de licenciements, notamment dans la recherche, la santé. Quelles conséquences que ça peut avoir? Est-ce que ça peut, à un certain moment, déstabiliser Trump au plan intérieur? C'est un rapport de force, effectivement, même en interne. Donc, voir quelles seront les réactions et quelles seront les conséquences, c'est le point d'interrogation. Quelles sont aussi nos réactions à nous? Parce qu'on a dit aussi par rapport aux droits de douane, notamment, et au système que mettait en place Donald Trump, que ça risquait de provoquer une inflation forte aux États-Unis. Il y a déjà une inflation. Alors qu'il a été élu notamment pour lutter contre l'inflation, puisque l'équipe Biden avait vu une inflation très, très forte. Et nous, en réaction, on prend des mesures de rétorsion, de droits de douane aussi, qui vont aussi avoir un impact, peut-être faire monter aussi l'inflation dans nos pays, en France et en Europe. Alors après, les économistes sont bien gentils, mais personne n'est d'accord non plus. Vous en avez certains, j'entendais Alain Madelin, qui n'est pas l'un des plus mauvais, qui a même été ministre de l'économie, qui disait, contrairement à tout ce que j'entends, cette situation va conduire à une déflation. Certains vous disent que ça va être l'inflation, d'autres vont dire que ça va être la déflation. C'est difficile, si vous voulez, de prévoir les réactions, notamment ces politiques qui doivent être des politiques unies. Alors vous parliez de Mme von der Leyen, effectivement, elle a dit on va faire front commun, front uni avec la Chine, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que la Chine n'a eu aucune réaction, elle n'a pas suivi. C'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler après. Donc il y a cette position-là, et puis que faire sur le long terme, parce que c'est pas une mesure qu'on prend. Alors Trump, c'est bon, on l'a dit, il dit bon je mets ça, et puis après un moratoire de 90 jours, puis finalement je reviens. 90 jours, on verra qu'il sera passé beaucoup de choses entre-temps. Mais nos réactions à nous, on les adapte aussi au jour le jour, où on a une vision à long terme. C'est ça aussi la difficulté. Est-ce que l'une des forces de Trump aujourd'hui, c'est pas la bonne santé de l'économie américaine, Dominique Pocro? Parce que Trump veut réindustrialiser, mais il y a un taux de chômage qui fait envie. Ils sont en dessous de 4%. Là, quand même. Oui et non, parce que dans le même temps, vous venez de le dire, les grands patrons commencent à tousser. Trump, ils l'ont soutenu, ils l'ont financé, mais ils se rendent compte que peut-être il y a quelques effets négatifs qui peuvent s'amplifier. Donc je ne suis pas certain que ça puisse durer encore longtemps comme ça. Mathieu Lérich, je vous voyais réagir, vous étonnez quand j'évoquais le taux de chômage de 4% seulement aux États-Unis, c'est quasiment le plein emploi. Là. Mon voisin de droite a bien connu François Borrella, que moi j'ai connu un peu à la fin de sa carrière politique et de sa vie tout court. C'était un grand esprit. Et il y avait des formules lapidaires, mais qui avaient tout leur intérêt. Il nous avait dit un jour,
en réunion de section du Parti socialiste à Nancy, à laquelle il appartenait. Mais vous savez, pour vaincre le chômage, c'est très simple. Très très simple. Vous supprimez toutes les aides sociales, vous supprimez toutes les protections sociales, et les gens y trouvent des emplois. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais alors après, les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier, à quel salaire, alors là, c'est une autre chose. Écoutez, moi, ce que je sais des classes laborieuses américaines, c'est que ce sont elles qui ont payé le prix de la prospérité des plus riches depuis 40 ans, depuis Reagan. Donc si c'est une économie qui marche, oui, ça marche pour certains, oui. Mais ça ne marche pas pour une grande partie de la population qui est abandonnée et sacrifiée au profit des plus riches. Pardonnez-moi d'être caricatural, mais c'est la société américaine qui l'est. Vous partagez cette analyse Oui, sur la dureté de la société américaine, c'est évident. Il y a quand même quelques nuances à apporter. La première sur cette crise, qui est une crise, je dirais, assez courte. Il y a un point qui est quand même très positif pour Trump et pour l'Europe, c'est la baisse du prix du pétrole. Ça, c'est un avantage important, y compris pour le consommateur américain par rapport à des prix qui ont été, qui pourraient remonter. On a des informations très claires d'un stockage massif de la part des Américains, des groupes américains, que ce soit industriels ou commerciaux, des produits importés. Donc on a peut-être des effets de croissance qui sont là pour le moment, mais on aura peut-être une deuxième vague plus tard par rapport à un ralentissement, voire à des effets d'inflation peut-être plus forts. Ceci dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la taxation de 10%, elle s'applique au monde entier. Je ne parle pas de la Chine. Donc elle s'applique à nos produits. La Chine, on doit être à 125%. Voilà, et l'Europe n'a pas, sauf si je fais une erreur d'information, n'a pas réagi là-dessus. Oui, et quand vous évoquez le prix du pétrole, ça peut intéresser Trump, parce que ça ne fait pas les affaires de la Russie en ce moment. Voilà, tout à fait en plus. On va passer bientôt au deuxième sujet du jour. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Deuxième sujet du jour que j'avais pensé proposer en premier, mais compte tenu du feuilleton Trump qui change, dire toutes les heures, pour ne pas dire toutes les minutes, là, en fonction des conférences de presse et des séances de golf à Mar-a-Lago. Le feuilleton Le Pen, là, si j'ose dire, il y a une semaine, là, Marine Le Pen et 24 autres prévenus ont été condamnés pour détournement de fonds publics en première instance par le tribunal de Paris. Marine Le Pen a eu droit aussi à une peine d'inéligibilité et à exécution provisoire, ce qui a soulevé un certain nombre de protestations. Et j'ai quand même un peu le sentiment, mais vous allez peut-être me démentir là-dessus, qu'on a privilégié les faits et l'apostrophe sur les faits quand même, en disant que finalement les magistrats se sont appuyés sur le droit qui a été voté par les législateurs. Je vais donner la parole tout de suite à notre avocat, Stéphane Basset. Quelle a été votre réaction et votre commentaire sur le jugement ? Justice et politique n'ont jamais fait bon ménage. Après, ce qui est savoureux, c'est qu'effectivement, on avait, il y a encore quelques années, Marine Le Pen, le Front National, devenu le Rassemblement National, qui était plus vertueux que les autres, qui ne cessait de réclamer quelque chose, des sanctions exemplaires. Et l'inéligibilité à vie. L'inéligibilité à vie, sur certains cas. Donc là, je dirais, ils sont pris à leur propre piège. Après, ça ne nous dispense pas non plus d'une réflexion pour sortir un peu du cas Le Pen, parce que ça pose quand même des difficultés au niveau juridique et démocratique. Je veux dire, tous les partis sont touchés. On a commencé à la fin des années 80 avec l'affaire Urbain. On a Big Malion, l'affaire Sarkozy, Bayrou et le Modem. Alors, il a été relaxé en première instance, mais le parquet a fait appel. Mélenchon, on attend. Ça fait 10 ans que ça traîne, mais je pense que ça va sortir aussi opportunément, parce qu'il y a aussi le choix de la date du procès, qui est importante. Ça risque de sortir opportunément avant 2027. Après, sur l'inéligibilité, ça pose quand même une difficulté, parce que indépendamment du cas Le Pen, est-ce que c'est un tribunal, et là un tribunal de première instance, un tribunal correctionnel, c'est pas la cour d'appel, c'est pas la cour de cassation, est-ce que c'est un petit nom, mais un tribunal correctionnel de décider qui va se présenter à une élection, et notamment l'élection présidentielle?
L'autre difficulté par rapport à l'état de droit dont on parle beaucoup, l'état de droit, c'est aussi quand même la possibilité de pouvoir faire appel. C'est le second degré de juridiction. On sait très bien qu'avec une exécution provisoire, par rapport au calendrier, l'appel, il est vidé de son sens. C'est-à-dire ça n'a plus d'utilité. Donc la difficulté, effectivement, le positionnement est souvent assez politique, c'est-à-dire que les soutiens de Marine Le Pen crient au scandale, au gouvernement des juges, aux juges rouges, etc. Et puis les adversaires, trouvent l'occasion quand même trop belle de l'avoir éliminé du jeu, je dirais, politique pour l'élection présidentielle, à défaut de pouvoir l'affronter dans les urnes. Donc les réactions ne sont pas des réactions générales ce sont surtout des réactions politiques. Après, encore une fois, sur le plan juridique, moi, j'ai lu le jugement, il y a 154 pages, il n'y a rien à redire, si vous voulez. Il y a quelques petites phrases, effectivement, dont on sent qu'on a voulu peut-être pointer du doigt un certain comportement. Est-ce que c'est à la justice de le faire ou pas ? Chacun se fera son idée. Mais sur les faits, il semble établi. La sanction, elle devait être ferme, effectivement, dans tous les sens du terme, avec une partie ferme de l'emprisonnement et un aménagement possible. Après, sur l'inéligibilité et l'exécution provisoire, ça pose quand même une difficulté sur le plan... Mais pour tout le monde, pour elle et pour d'autres. Mathieu Léritz. Oui, je me reconnais tout à fait dans ce qui vient d'être dit, mais renversons la perspective. Qu'est-ce qu'on aurait dit si les juges avaient rendu un jugement en tenant compte justement des élections présidentielles ? À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Enfin, c'est clair. Enfin, la justice n'est plus la même pour tous et pour toutes. Et alors là, on pourrait parler effectivement d'une instrumentalisation de l'injustice. Donc le Parti socialiste a payé sa part à juste titre, ça a été rappelé, dans les années 80-90. Je me flatte aussi qu'on ait fait voter, avec le reste de la gauche, pas mal de lois sur la transparence de la vie publique, notamment après la triste affaire Cahuzac. Chez Cahuzac, qui s'est encore permis quand même d'intervenir à la radio pour donner des leçons. Enfin, se présenter aux législatives, là, ça dépasse l'entendement. Mais bon, refermons la parenthèse, monsieur n'en vaut pas la peine. Mais voilà, la justice, elle doit passer. Alors effectivement, si les règles sont mal faites, revoyons-la. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifierait qu'on adapte un jugement au calendrier politique? Mais alors là, c'est le plus sûr chemin pour que plus personne n'ait confiance dans aucune décision de justice. Arnaud Gérard. Oui, je rejoins les deux interventions. C'est vrai qu'il y a aussi à rajouter le fait que le Rassemblement national, enfin plutôt les prévenus, ont fait une très mauvaise défense. Et cette défense s'est fondée sur la négation des faits, rien n'a été fait, etc. Je pense qu'au niveau juridique, il y a souvent une peine un petit peu plus lourde dans des cas comme ça, et je dirais c'est normal. C'est d'autant plus normal que la lecture du Monde était assez intéressante là-dessus. Un certain député, alors je ne sais plus son nom, avait bien précisé au trésorier du Front National de l'époque que c'était une fraude dans ce qui était envisagé. Je crois que c'était M. Schaffhauser, qui est un député originaire d'Alsace. Et au trésorier, et tout a été clairement dit de la part du trésorier. Il s'agit d'une décision de Marine Le Pen et il s'agit d'une décision contraire au règlement du Parlement européen. Il ne faut pas oublier, c'est quand même depuis le Parlement européen, de la part d'anti-européens chevronnés en bataille électorale, que les choses se sont produites. C'est pas le Parlement français ou le gouvernement français ou une association française qui a condamné. Donc cette erreur de défense a été sans doute très lourde. Après, je trouve qu'il y a eu une outrance verbale de la part des dirigeants, et en particulier, je dirais, des jeunes lieutenants de Marine Le Pen. Est-ce que ce sont des larmes de crocodile, ou est-ce que ce sont des intentions sur la suite? En tous les cas, je trouve que la question est aussi une question morale. On est condamné pour des faits de fraude, je ne sais pas comment on peut les qualifier, je ne suis pas juriste, mais grave, non reconnu. Il est normal qu'il y ait une sanction très grave. Et un politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va ensuite diriger une administration. Et quel est le droit de diriger une administration si on a été condamné de la sorte pour des faits qui sont quand même très, très graves et très longs dans la durée?
Si vous évoquez l'avenir, on peut éventuellement mentionner le non-plan B, alias Bardella, qui se fait épingler cette semaine par le Canard enchaîné pour... il est dans la même logique puisqu'il essaye de faire financer son chef de cabinet Parlement européen. Il a eu deux réponses d'un chef de bureau et là du secrétaire général du Parlement européen qui l'ont dit que c'était irrecevable et inadmissible. Apparemment, il persiste et il signe. Et ça renvoie un peu l'une des attendus du jugement qui mentionnait qu'il pouvait y avoir un risque de récidive. Dominique Pocro, vous pensez que le jugement était à côté de la plaque ou complètement dans les clous là ? Mais, moi, je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y avait deux hypothèses. Soit on prenait conscience de la qualité de Madame Le Pen et on lui faisait un jugement sur mesure pour ne pas interférer, soi-disant, dans les élections présidentielles. Soit on appliquait le droit au risque d'avoir cette polémique. Mais moi, ça me satisfait pleinement qu'on applique le droit. Ceci étant, cette polémique a quand même ce vilain défaut de nous cacher le détournement de 4,1 millions d'euros, pardon. C'est ça quand même les faits d'origine. C'est pas le jugement qui m'importe. C'est les faits qui ont été commis, jugés en première instance. Je suis parfaitement d'accord, l'appel pourra en disposer autrement. Mais quand même, c'est cela au départ. On prend de l'argent public pour faire autre chose que ce à quoi il est destiné. On peut, comme ça vient d'être dit, légitimement s'interroger sur la capacité de la personne qui a commis ces faits dans sa gestion plus tard aux affaires, si elle, par malheur, elle devait venir aux affaires. Si on parle d'un mot du calendrier, l'instruction a duré plus de 10 ans, mais il y a eu de la part du Rassemblement national, du Front national puis du Rassemblement national, pas moins de 45 recours. Mais est-ce qu'on ne peut pas être en même temps, Stéphane Massé est peut-être étonné par la rapidité de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, là, en termes calendaires. On ne peut pas se plaindre de la rapidité, pour une fois. Après, si on prend ce parallèle, puisque la Cour d'appel dit évidemment qu'il n'y a eu aucune intervention pour énoncer ça rapidement, vu le délai, l'affaire Bayrou devrait être jugée en appel là dans les 2-3 mois qui viennent, si on fait le parallèle en termes de délai. Juste une chose, j'entendais dire... Sauf qu'on a expliqué que c'est lié pas seulement au calendrier, mais à la complexité de l'affaire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et c'est vrai. On disait, la justice a appliqué le droit. Oui, mais elle a appliqué le droit en assortissant l'inéligibilité de l'exécution provisoire. Elle aurait appliqué le droit aussi en assortissant cette peine d'inéligibilité sans exécution provisoire. Et puis, un autre élément, il ne faut pas perdre de vue, ça, au niveau juridique, parce que ce n'est pas une fiction. J'ai entendu parler de morale, de faits graves, etc. Ce n'est pas contestable. Elle reste, en l'absence de condamnation définitive, présumée innocente. Il ne faut pas oublier ça non plus. C'est valable pour tout le monde. C'est ni plus ni moins. C'est pas parce que c'est Marine Le Pen non plus qu'on doit faire fi en quelque sorte des principes élémentaires. Donc, Mathieu Léris, là, vous rappeliez justement que depuis le milieu des années 80, il y a eu une succession de lois pour durcir la réglementation et durcir la loi là, en matière de financement de partis politiques, de financement de vie publique. On voit d'ailleurs que avec la création de la HATVP, de la Haute Autorité sur la vie publique, qui épingle, qui s'intéresse de très près à Rachida Dati, si j'en crois Libération, et ses bijoux, là, 500 000 euros de bijoux, selon Libération de ce jeudi, qui n'aurait pas été déclaré. Comment se fait-on qu'on en arrive là ? Est-ce que le monde politique français est plus perméable aux pressions financières, aux pressions d'argent que les autres pays, parce qu'on est l'un des pays les plus répressifs. Je crois qu'il n'y a que l'Italie où il y a aussi des peines d'inéligibilité, mais l'exécution provisoire, je crois que c'est une exclusivité française, me semble-t-il.
Juste une parenthèse, les politiques sont pris à leur propre piège aussi d'avoir voulu laver plus blanc. On a parlé de l'affaire Cahuzac, alors c'était savoureux parce qu'il était comme ministre du budget, donc en charge de la lutte contre la fraude fiscale. On a eu les lois Sapin, loi Sapin 2. Il fallait aussi, pour satisfaire l'opinion publique, et je suis pas en train de dire que c'était pas une bonne chose, notamment sur la transparence, mais sur les sanctions, on a voulu laver plus blanc, si vous voulez. Il fallait aller à inéligibilité, pourquoi pas inéligibilité à vie, c'était réclamé par Marine Le Pen d'ailleurs. Je pense qu'il faut savoir raison garder aussi dans ce domaine. Je veux dire, il y a des sanctions qui doivent être graves, mais l'automaticité de la sanction pose quand même une difficulté. Et les politiques ont voté cette loi. Alors Bayrou dit on peut en discuter. On sent que... Mais on a des législations qui sont parmi les plus sévères en la matière, effectivement. Mathieu Léry, c'est une bonne chose ou on est allé trop loin ? Non, je pense qu'on ne va jamais assez loin. Dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, mais là encore, je parlais des États-Unis. Alors je m'acharne un peu, mais aux États-Unis, faute de réglementation, on arrive à une situation oligarchique, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, les intérêts financiers font les élections. Voilà. Et c'est pour ça que c'est la gauche, avec le soutien de démocrates, bien sûr, qui n'étaient pas de gauche, que la gauche a fait une réglementation très stricte pour permettre aux femmes et aux hommes politiques d'assumer leur mission, effectivement, en étant indépendants, s'ils le souhaitent, bien sûr, des milieux financiers. Je veux dire, c'est une garantie. C'est un peu comme l'isoloir, l'invention de l'isoloir. Je veux dire, c'est ce qui garantit l'exercice concret de la démocratie. Donc, moi, je pense que les Français et les Françaises sont en attente de représentants qui ne soient pas parfaits, parce que le peuple n'est pas constitué d'imbéciles. Ils savent bien que personne n'est parfait, y compris les politiques. Mais ils veulent quand même que, quelque part, ces femmes et ces hommes politiques exercent leur mission de façon droite. Voilà, de façon droite, et à l'abri de la corruption et des pressions de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on réglemente, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour des questions de morale moralisante, c'est simplement pour assurer le bon exercice de la République et éviter, tant que faire se peut, effectivement, les dérives en termes de corruption, mais aussi de dénonciation de la République, sous prétexte de dénoncer la République. Vous savez, une expression forte de l'extrême droite qui aujourd'hui, alors pour le coup, est vraiment prise à son propre jeu. Arnaud Gérard, est-ce que les magistrats, en rédigeant leurs 152 pages ou 154 pages, n'ont pas eu Trump en tête, qui, une fois arrivé à la Maison-Blanche, s'est autogracié ? Est-ce qu'on peut imaginer en France un candidat qui a maille à partir avec la justice et qui soit élu, qui finisse par s'autogracier et bénéficier de l'immunité quinquennale ? Alors, je ne sais pas, mais par contre, ça effectivement, aussi, je pensais à l'affaire Fillon. Fillon disait, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Et il y a effectivement, dans cette mouvance politique, c'est pour ça que je parlais de morale, mais le terme est peut-être morale avec un grand M. C'est-à-dire qu'il manque dans ces partis populistes de rectitude. Et on le voit dans beaucoup de pays, on le voit en Hongrie, on le voit il y a même en Italie un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes d'atteinte aux institutions, mais il y a une réaction qui est quand même assez forte. Il y a la mise au pas de la justice en ce moment. Voilà, et ça, on le voit très clairement aux États-Unis. Je pense qu'entre les délits d'initiés, les enrichissements, etc. Je pense qu'il y a un roman qui pourrait être écrit rapidement. Mais il y a ce besoin, de vérité. Après, il faut qu'on n'oublie pas que on est dans des termes de droit qui sont parfois compliqués. Et ce qui m'étonne, c'est que dans cette histoire, on a une grande majorité de l'opinion publique qui comprend, mais on a toujours ce bloc Rassemblement national qui refuse toute explication logique, rationnelle, juridique sur ce qui s'est produit. Et là, il y a un problème politique s'il n'y a pas d'explication donnée par les autres partis et non pas, je dirais, un peu de complaisance par rapport aux faits. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à un tournant de la justice, non pas par rapport au droit, mais est-ce que les juges ne soignent pas davantage vers l'indépendance ? On avait l'habitude, quand il y avait des affaires à l'approche d'échéances électorales, on levait un peu le pied du côté de la justice et on attendait prudemment que les élections se déroulent. Aujourd'hui, Mathieu Léry, tu avais fait allusion, Stéphane Massé aussi un peu, est-ce que les juges, finalement, ne sont pas décidés à aller jusqu'au bout, à ne pas transiger ? Juste avant de répondre à votre question, moi je voudrais quand même dire que l'immense majorité des élus sont honnêtes.
On l'oublie un peu, là. C'est l'arbre qui cache la forêt, Marine Le Pen et ses frasques financières avec le Parlement européen, ou un tel plus connu. L'immense majorité des élus locaux, enfin, je lisais, 42% des maires ne veulent pas se représenter compte tenu de la charge et de ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs concitoyens. Et de la faiblesse de leur indemnité aussi. Et de l'état du droit vis-à-vis de leur statut. Moi, je crois qu'il faut d'abord dire ça. Il faut d'abord dire ça, parce que sinon, on sombre dans ce que fait l'extrême droite, tous pourris. Et ça, moi, je m'y refuse catégoriquement, parce que ce n'est pas vrai. Stéphane Massé, quelque chose à ajouter Entièrement d'accord avec Dominique Pocrot. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Être toujours plus répressif, c'est pas une solution non plus, parce que beaucoup de maires, effectivement, voient leur responsabilité engagée. Je veux dire, un panneau de basket qui tombe, un gamin qui est tué, et le maire est poursuivi pénalement. Donc on a aussi cette volonté de répression qui peut être aussi un frein. Après, sur le calendrier, pour répondre à votre question, ce qu'on peut regretter, c'est l'absence de célérité de la justice, parce que je pense à l'affaire Sarkozy, le financement libyen. 20 ans après, ça pose quand même une difficulté. Mais là, il y a eu aussi de nombreux recours. Oui, mais ça, bon. Il a un peu joué la montre. Vous allez dire que c'est le rôle de la défense. C'est la même chose. Si la loi a prévu la possibilité de faire un recours, on ne peut pas ensuite reprocher à celui qui le fait d'avoir exercé son recours. Mais jusqu'à 45 recours pour Le Pen, c'est pas d'autres affaires, il y en a eu plus. Mais bon. Ça tente à prouver qu'il y avait quelque chose à gratter. Sinon, on ne fait pas cela. Bien, on va passer, après le jingle, au troisième sujet du jour. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Un sujet qui est passé à l'arrière-plan, mais qui concerne des millions de Français, c'est bien sûr les retraites. Depuis le lancement du conclave proposé par Bayrou aux partenaires sociaux au mois de janvier, un conclave qui se poursuit qu'à un cas, puisque déjà 2 organisations syndicales et une organisation patronale, les organisations syndicales CFO d'abord, puis la CGT, puis une organisation patronale qui est l'Union des entreprises de proximité, qui est une petite organisation, ont quitté la table. Et en préparant cette émission, je suis tombé sur des articles qui rappelaient que le débat sur les retraites est loin d'être nouveau. Il remonte à la fin du 19e, début du 20e. Avec une première loi en 1910, défendue par René Viviani, Premier ministre du Travail d'ailleurs. Il n'y avait pas de ministère du Travail. Socialiste, il est indépendant. Il n'était plus au Parti socialiste. Là, il était devenu, on dirait aujourd'hui, macronien peut-être. Je ne sais pas. Non, je fais de la provocation, Mathieu Léritz. Donc, avec une loi en 1910, je rappellerai que la retraite a été fixée à l'époque à 65 ans et que son financement était prévu par capitalisation. La CGT alors dénonce la retraite des morts. C'est aussi le débat sur les caisses de secours, mais il faudra quand même attendre octobre 45 pour voir la création de la sécurité sociale. Finalement, ce conclave, est-ce qu'il n'était qu'une manœuvre conjoncturelle pour obtenir l'abstention du PS lors du vote du budget? Quand on a vu les dernières déclarations de Bayrou dans Le Parisien dimanche, après avoir dit qu'il n'y avait pas de tabou, il ne veut pas entendre parler de la retraite à 62 ans, et il était plutôt, j'ai trouvé, plutôt en retrait par rapport à ce conclave. On disait, on va se conclure en mai, en juin, on verra bien. Mathieu Léritz. J'observe, pardonnez-moi, c'est mon défaut de professeur d'histoire-géographie, j'observe qu'il n'y a jamais eu d'instauration de régime des retraites sans rapport de force sociale. Vous parliez de la première loi de 1910, elle fait suite aux grandes grèves des mineurs, parce que c'est les mineurs qui ont arraché les premiers un régime de retraite. Puis ensuite, les autres ont suivi. 1945, c'est le contexte qu'on sait. Le conclave, il ne se serait pas ouvert, alors sans doute sans la situation parlementaire, mais aussi sans le mouvement de 2023, qui a toujours été majoritaire dans l'opinion publique. Donc, oui, on peut rappeler que c'est une loi qui est passée au 49.3. Tout à fait, elle n'a jamais été votée. Il y avait à peu près 80% de la population qui était... Absolument. Hostile à la loi. Et ce qu'on observe également, c'est que dans ce conclave, le mot est vraiment pas très bien choisi du reste, mais enfin bon, peu importe. Le patronat, évidemment, s'est servi du contexte international pour expliquer qu'on ne peut pas avoir à la fois des tanks et des retraites, en quelque sorte. C'est le vieux débat qu'on connaît bien, puisqu'il faut réarmer. Le modèle social, finalement, devient quelque chose qu'on ne peut plus se payer. Mais de toute façon, pour le patronat, on n'a jamais pu se le payer. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la tête de François Bayrou? Moi, je n'en sais rien. Il a eu cette phrase,
que je trouve assez désarmante finalement, parce qu'un homme politique qui dit ce qu'il pense, de ce point de vue-là, je veux dire, c'est assez rare pour être souligné. Voilà, lui, il est hostile à un retour en avant, si j'ose dire, c'est-à-dire à permettre à des gens de vieillir en bonne santé le plus longtemps possible, parce que c'est bien de ça dont on parle. Hein. Ça, il y est hostile. Voilà, c'est un homme de droite, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Ce qui me surprend, c'est qu'il l'ait dit. Voilà. Et donc, moi, je me félicite que la discussion se poursuive. Hein. Notamment, il y a la CFDT qui est toujours dedans et qui essaye de négocier ce qu'elle peut négocier. Je comprends l'attitude de la CGT. Voilà. Et je pense qu'une fois de plus, c'est le rapport de force sociale qui fera à un moment donné que les travailleurs et les travailleuses auront un régime de retraite qui leur permettra de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Dominique Pocro. Moi, sur les retraites, j'ai 2 priorités. 1, la pénibilité. Je crois que lorsqu'on arrêtera de dire tout le monde part à 62 ans sans tenir compte des conditions de vie professionnelles préalables, on a tout faux. Et la 2e priorité, c'est le financement, donc la pérennité du régime social par répartition. Il n'y a pas d'autre question. S'arc-bouter sur dire c'est 62 ans, je pense que c'est une erreur. Et pour le coup, Bayrou m'a satisfait quand il a dit il n'est pas question de revenir. Mais je ne voudrais pas être qualifié d'homme de droite par mon voisin de gauche, encore que la logique serait respectée pour le coup, la logique géographique. Mais voilà, la pénibilité. Moi, je viens de suivre un chantier, un charpentier à 50 ans, il est déjà perclus de douleurs, perclus d'un certain nombre de maladies. Un type qui, comme moi, a été cadre territorial, je suis parti à 67 ans, j'avais mes douleurs de 67 ans, mais j'avais rien d'autre. Un prof qui partira, alors, avec d'autres difficultés, mais c'est ça, la pénibilité et la pérennité avec son financement. Le reste, on pourra discuter 25 ans, le mot conclave est à cet égard bien choisi. Stéphane Massé. Je peux dire quelque chose simplement ? Oui. Sur le principe, pardonnez-moi, je suis d'accord, mais l'exemple que tu viens de prendre, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, montre bien à quel point c'est impossible. Tu viens de parler des professeurs, mais tu vas comparer l'exercice du métier d'un professeur de ZEP, de collège de ZEP, à un professeur comme moi qui enseigne au lycée de centre-ville, ou un instituteur qui a 65 ans. Tu crois vraiment qu'il est dans le même état qu'un professeur d'université de 65 ans ? C'est de la blague. Je veux dire, c'est impossible ce système-là. Alors la CGT avait essayé, avec la CFDT d'ailleurs, de demander au patronat certains critères. Le patronat a refusé. Pour cette raison-là. Il a dit c'est impossible à mettre en œuvre. Moi je ne le crois pas. On peut avancer. Mais en faire un critère déterminant, non. Il nous faut une règle générale sur laquelle on puisse appuyer. Stéphane Massé, critères de pénibilité. Ça vous parle ? Vous êtes le plus jeune autour de la table. Les avocats prennent jamais leur retraite. Jamais. La pénibilité, c'est un critère très difficile à définir. Même à métier en particulier. Selon que vous êtes dans une grande entreprise avec certains avantages, selon que vous êtes dans une petite structure, l'exercice ne sera pas le même. C'est lié aussi à la géographie, c'est lié aux conditions climatiques. Si vous travaillez sur un toit, voilà. On peut pas entrer dans un détail aussi précis. Alors qu'il y ait des critères de pénibilité, oui, mais c'est difficile d'en faire un point essentiel. Après, je rejoins ce qui a été dit. En fait, c'est un rapport de force, effectivement, mais comme toutes les luttes sociales, je veux dire, l'interdiction du travail des enfants, les congés payés, voilà, s'il n'y avait pas eu de lutte, voilà, fallait pas non plus attendre que ça soit le politique qui le fasse ou que ça soit le patronat. Après, sur le conclave, je trouve le mot très mal choisi, effectivement. C'était un bon coup, politique, entre guillemets. Ça n'a pas trop mal réussi, parce que c'était pour éviter, effectivement, la censure, enfin, le non-vote du budget. Comme, d'ailleurs, on en avait parlé ici il y a quelques mois, lorsque il a été annoncé la possibilité de revenir à la proportionnelle, telle qu'elle a existé éventuellement en 86, c'était aussi pour éviter la censure du Rassemblement national. Donc, dans les deux cas, au moins, ça a marché, pour le gouvernement Bayrou. Arnaud Gérard, c'était ce conclave uniquement un coup politique conjoncturel, ou vous en attendez davantage ? C'est un très beau coup politique déjà. Ensuite, ça peut revenir aussi en boomerang. Il faudra voir comment les députés socialistes vont juger la chose. C'est vrai que sur le fond, il y a un problème qui demeure. C'est sans aucun doute, il faut allonger la durée
de travail. On est tous, on voit bien que pour des raisons économiques, pour des raisons de santé, etc., il faut continuer à travailler peut-être plus longtemps. Ça permet aussi, du point de vue économique, de développer l'emploi des seniors, qui était vraiment très faible depuis des décennies. Alors sur le fond, s'il y a des discussions, je rejoins mes camarades, c'est que il faut travailler sur la pénibilité, voire effectivement affiner peut-être les choses. Il y a des situations qui sont très différentes. Et puis il y a aussi l'autre question, et là j'ai vu le chiffre, je crois que c'est la CFDT qui a présenté ce chiffre, il y aurait 2 millions de retraités pauvres. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, avec notre système de répartition, avec des carrières qui sont pas toujours faciles, ou des carrières qui sont hachées par des arrêts, par du temps partiel, on se retrouve à ce que, entre guillemets, la galère financière pendant la vie sociale perdure pendant la retraite. Là, il y a un vrai sujet. Pour moi, la seule solution, c'est qu'on arrive à un système de fonds de pension, de fonds de capitalisation spécifiques pour ces personnes-là. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut réparer une injustice. Et la deuxième raison, c'est que la seule façon de faire, c'est d'augmenter d'une certaine façon les retraites vraiment les plus faibles. On l'a bien vu, on peut toujours augmenter sur 1, 2, 3%. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Et il y a besoin aussi, je dirais, de dignité sur la durée. Et il y a une question que vous n'avez pas abordée, enfin, qui est peu abordée, qui a pourtant été lancée, il y avait une loi là-dessus, c'est la cessation progressive d'activité. Il se trouve que ça n'a pas pris là en France. Pourquoi ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'était mal calibré, mal balisé, qu'il y avait des débats sur la pénibilité ? Ça dépend aussi bien sûr des professions. Et là, on a effectivement des professions, des entreprises, des employeurs. On a des différences qui sont très très importantes là-dessus, mais c'est une vraie question. Je dirais la fin de vie professionnelle est souvent mal organisée. On a des situations où il y a l'incapacité ou la difficulté à continuer à travailler comme on pouvait travailler à 50 ans. Il y a des entreprises qui arrivent parce qu'elles sont entre guillemets riches ou des administrations qui sont en capacité de le faire, mais c'est un vrai sujet. C'est aussi un sujet d'organisation du travail. Moi, j'ai eu un directeur de service technique qui partait en cessation progressive de l'activité. C'était compliqué les jours où il n'était pas là. Donc, on l'a fait très volontiers, mais bon, c'est pas aisé. C'est un problème d'organisation et effectivement, comme vous le disiez, d'entreprise, d'administration plus ou moins aisée ou facile à manœuvrer. Mathieu Liritz, je vous sens pas très chaud là sur ce... Non, si, je suis très chaud personnellement pour en bénéficier si je pouvais, voilà. Mais ça a été supprimé de mémoire par le président Sarkozy pour les enseignants. Voilà, ça c'est dit. Dire mon désaccord total avec l'hypothèse de solution apportée par mon collègue en termes de capitalisation, si on veut des retraites qui se jouent au casino, il n'y a qu'à regarder les cours de la bourse actuelle pour voir à quel point c'est un petit peu risqué. Donc nous, on considère, pour une fois je dis nous, qu'il y a suffisamment de richesses produites dans ce pays, mais qu'elles ne sont pas suffisamment bien distribuées, réparties équitablement, et que par conséquent, si on voulait effectivement assurer une meilleure répartition des revenus, eh bien, ça nous permettrait de financer effectivement les retraites, de façon à ce que, encore une fois, il n'y ait pas un différentiel, mais je ne sais plus, de 7 ou 8 ans, entre les retraités pauvres et les retraités qui ne le sont pas, en termes d'espérance de vie. Donc je rappelle que, et j'en termine par là pour ne pas être trop long, l'objectif de toutes ces réformes, c'est pas que les gens travaillent plus longtemps, c'est qu'ils partent plus vite avec moins de revenus. C'est ça l'objectif. Pour l'instant, il est atteint. On doit tenir compte de la situation économique aussi actuelle. Alors, on se focalise beaucoup sur l'âge légal, mais en disant qu'il faut travailler plus, 62, 64, 65, 67, certains ont dit 69. On prend toujours des exemples, on trouvera toujours un pays où ça sera 70 ou 72. Mais on a quand même augmenté la durée de cotisation. Dire, moi, je veux bien qu'on dise... Les lois Touraine. Voilà. Après, travailler
plus et travailler plus longtemps, ça semble une nécessité, mais est-ce qu'on est en mesure de fournir aussi ce travail ? Je veux dire, quand vous avez dans certains secteurs, et la plupart d'ailleurs, 50-55 ans, on ne vous embauchera pas. C'est-à-dire, on va avoir quoi ? Des gens qui seront dans une situation de chômage, en fait. À la salle, ils ne seront pas en retraite. Ils seront considérés comme actifs, mais sans possibilité de trouver un travail. Dans certains secteurs, à 50 ans, vous êtes déjà dans la catégorie senior et on ne veut pas vous embaucher. Et comme on n'a plus effectivement de réindustrialisation actuelle dans des secteurs tertiaires, où c'est la prime aussi à la jeunesse. Donc ces gens, on va leur donner quoi comme travail ? Ça paraît un peu théorique de dire qu'il faudrait travailler jusqu'à 67 ans. Oui, mais quand vous en avez 62, est-ce qu'on va vous fournir un travail ? C'est exactement ce que viennent de nous dire les syndicalistes de l'automobile qu'on a rencontrés tout à l'heure en Moselle. Juste après le jingle, la note de lecture. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Je vais vous demander d'être très bref parce qu'il nous reste à peine 5 minutes d'émission pour que chacun présente sa note de lecture. Allez, Mathieu Léritz. Pour prouver que je ne suis pas un adversaire farouche des États-Unis, j'ai choisi la biographie qui vient de sortir de Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et qui avait une autre conception de la démocratie que l'actuel président. Dominique Pocro. On a eu 3 sujets très sérieux. Je vais l'être un tout petit peu moins. J'ai choisi un album de Thierry Dubois, un spécialiste de la National 7. C'était la National 7. C'est un livre merveilleux. D'abord, Thierry Dubois est un passionné d'automobile. Ce livre, c'est un recueil de photographies, d'anecdotes et de dessins de Thierry Dubois. Et je vous le recommande parce que, d'abord, pour moi, ça a été la mélancolie de ma jeunesse. La 203 paternelle, les Sim Camille ou Aron, la Dina Panhard. Voilà. C'est une note d'espérance après 3 sujets très sévères. Stéphane Massé. Alors c'est moins festif, je dirais. C'est la version numérique un roman de Morgan Sportes, Tout de suite, qui existe aussi en livre de poche. Et si j'ai la version numérique, c'est parce que j'ai oublié le livre de poche chez moi. C'est l'histoire du gang des barbares et de l'enlèvement d'Ilan Halimi. Et en fait, c'est uniquement des faits réels. Ça, c'est romancé, mais c'est sur le dossier en fait d'enquête. Et on voit en fait cet enlèvement de ce jeune qui a été enlevé, séquestré, torturé, puis finalement assassiné au bout de 24 jours, parce qu'il était juif simplement. Donc ça colle aussi avec la montée de l'antisémitisme. Et puis surtout, tout de suite, ça explique, et le romancier l'explique très bien, ce règne de l'immédiateté. C'est-à-dire qu'il y a la barbarie au sein de la société, mais c'est ces jeunes qui sont parfois désœuvrés ou qui sont parfois socialisés, qui veulent tout de suite, et y compris la vengeance, la cruauté. Oui, on rappellera que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France. Arnaud Gérard. Alors moi, je vais prendre un joker pour une fois et je vais changer de support. Je conseillerais de regarder le documentaire sur le procès Barbie qui est passé cette semaine, qui est en replay jusqu'au mois d'août, qui est tout à fait impressionnant. Du point de vue historique, du point de vue aussi du procès en lui-même, et c'est un très très grand moment prenant de voir ça aujourd'hui. Et la semaine prochaine sur France 3, c'est le procès Papon. Très intéressant aussi. 2 documentaires à voir et revoir. Moi, j'ai choisi un livre assez sérieux, mais publié en forme d'hommage à Daniel Cohen, qui était économiste et politologue écouté, très clair, pédagogue, qui a beaucoup travaillé sur les dettes souveraines, les démocraties et leur avenir. Il a longtemps dirigé le Centre pour la recherche économique et ses applications, ça s'appelle le CEPREMAP. Et ses anciens collaborateurs ont publié un livre-ouvrage intitulé « Gouverner » et sous-titré « La démocratie, un enjeu crucial ». Leur contribution nous éclaire sur la démocratie au travail, sur les différents modes de scrutin et l'éventail de possibilités de voter autrement. Le vote par évaluation, le vote par élimination. Enfin, il y a différents modes de scrutin, à un tour, 2 tours. C'est très largement expliqué. Et sur la parité qui reste poussive en politique. Merci pour ce débat. À la prochaine. Merci Philippe. Merci. RCN, www.rcn-radio.org